En Gironde, l'horizon s'éclaircit. L'incendie monstre qui ravage le département depuis plus d'une semaine n'a pas progressé. Malgré 7 départs de feu recensés hier, les 3300 pompiers ont réussi à contenir ce brasier géant. Deux bonnes nouvelles aujourd'hui. D'abord, la météo est plus favorable avec un mercure qui descend. Et puis surtout, une partie des 220 000 habitants évacués va pouvoir rentrer chez eux. On retrouve en direct de Gironde l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1, Charles Huillier. Bonjour Charles. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Et vous êtes à Cestas, l'une des 9 communes où les habitants ont pu regagner leur domicile. Oui, Cestas, qui, comme Saint-Médard, Saint-Aubin-du-Médoc ou Sainte-Hélène, entre autres, Cestas qui fait partie de ces communes concernées. Cela représente 84 000 personnes au total, dont 16 000 ici, dans cette ville de Cestas. Alors, dans le bourg de cette commune, restée pendant 4 jours à l'état de ville fantôme, la vie normale reprend petit à petit. Les volets rouvrent, les voitures circulent à nouveau et les commerces, comme le bar tabac de Marie, recommencent à accueillir des clients. On a appris ce matin à 10h que Cestas pouvait être de nouveau habité. Donc je me suis précipitée pour ouvrir et le bar tabac presse est ouvert. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, 4 jours de fermeture. C'est pour ça que l'annonce à 10h du matin, comme quoi on pouvait revenir, un quart d'heure après, j'ai ouvert. Vous voyez, mon collègue est en train de faire le ménage, on essaie de tout remettre au propre. C'est beaucoup de travail, mais avec plaisir dans ce sens-là. Voilà une délivrance ici pour tout le monde et signe qu'on aperçoit la lumière au bout du tunnel. L'autoroute A63, celle qui relie Bordeaux à Bayonne, devrait ouvrir d'ici 1 heure. C'est la conséquence d'une nette amélioration des conditions météo dans le département. Il fait 10 degrés de moins qu'hier et cela pourrait durer, ce qui devrait permettre aux presque 100 000 personnes toujours hébergées en ce moment de regagner leur domicile d'ici cette fin de semaine. Merci Charles Huillier, en direct de Cestas, dans l'une des 9 communes où les habitants ont pu regagner leur domicile. Dans le Var, l'incendie qui a brûlé une centaine d'hectares à Brignoles a été fixé dans la nuit. 600 personnes avaient dû être évacuées. Elles ont pu regagner leur domicile. Dans la forêt de Fontainebleau, près de Paris, après l'incendie qui a dévoré 2000 hectares en juillet, le feu a repris par endroits dans la nuit de mercredi à jeudi. Une centaine de pompiers sont parvenus à fixer cette reprise de feu qui a ravagé 7 hectares. Et puis, un important incendie en cours en Bourgogne. 80 hectares ont brûlé aux portes de Dijon. Le feu qui a démarré à Couché, commune située à seulement 10 km de la capitale bourguignonne, est fixé. Et la France n'est pas le seul pays ravagé par les flammes. Oui, conséquence du réchauffement climatique, le vieux continent est en proie à plusieurs incendies monstres. Des milliers de personnes évacuées, des dégâts considérables partout en Europe, en particulier en Grèce, Marius Druard. Oui, et notamment Crète, où un incendie a provoqué hier soir l'évacuation de 8000 personnes dans une station balnéaire de l'est de l'île. Les flammes ont détruit des habitations et des installations agricoles et ce feu n'est pas encore maîtrisé. La faute au vent violent, près de 120 km/h. Les bombardiers d'eau ne peuvent donc pas intervenir. Seuls les pompiers au sol luttent contre les flammes. 2 d'entre eux ont d'ailleurs perdu la vie. Et à quelques dizaines de kilomètres de là, en Turquie, les pompiers combattent également les flammes. Depuis hier, plus d'une centaine de départs de feux de forêt ont été enregistrés autour d'Antalya et le long de la côte méditerranéenne. Une zone stratégique puisque c'est la région où se succèdent les plages et les stations balnéaires avec des milliers de touristes en cette fin juillet. Le gouvernement turc a déployé 420 camions pompiers pour lutter contre ces incendies et assure que la plupart d'entre eux ont été maîtrisés dans la matinée. En Espagne, enfin, un nouvel incendie s'est déclaré hier dans la journée à Fermoselle, dans l'ouest du pays, à seulement quelques kilomètres de la frontière avec le Portugal. 600 personnes ont été évacuées par les secours. Un nouveau front de lutte contre les flammes alors que l'Espagne sort à peine de l'incendie ravageur d'Avila qui a réduit en cendres environ 50 000 hectares. Merci Marius Druard. Et la ministre de l'écologie se retrouve au centre d'une grosse polémique. Oui, après sa démission avortée, Monique Barbu fait encore parler d'elle alors que les incendies font rage. La ministre de la Transition écologique a décidé de se rendre dans sa résidence secondaire dans le Var à Sainte-Maxime, révèle le Canard enchaîné. Monique Barbu a suivi des réunions de crise par visioconférence. Invité du grand rendez-vous CNews Europe 1 ce matin, l'eurodéputé RN Mathieu Vallée a donné à Monique Barbu ce surnom. Monique Barbu, c'est la ministre du Transat. Actuellement, elle est dans sa maison secondaire Saint-Maxime, dans le Var. Saint-Maxime, dans le Var. Elle travaille sûrement peut-être, d'ailleurs, depuis chez elle, mais pour l'image, en fait. Euros brut par an, j'espère qu'elle travaille, ouais. Mais c'est l'image qui choque. Mais en réunion, c'est des petites choses, mais en réunion visioconférence, il fallait lui expliquer qu'à Saint-Maxime, dans le Var, pas si loin, qu'il y avait les sapeurs-pompiers qui se battaient courageusement et brillamment face aux flammes dans le Var, là où elle est passée ses vacances. Elle aurait pu aller les voir, c'est ce que vous nous dites. Oui, à minima.
Mathieu Vallée ce matin dans le grand rendez-vous CNews Europe 1. Puis on rappelle ce chiffre, 90% des incendies sont d'origine humaine. D'ailleurs à Lens, un incendiaire suspecté d'être impliqué dans plusieurs départs de feu a été interpellé. Le suspect âgé de 33 ans a été vu par un photographe des sapeurs-pompiers en train de déverser un liquide inflammable. Son interpellation fait suite à plusieurs départs de feu qui ont ravagé 5000 mètres carrés de végétation. L'incendiaire présumé était connu pour des faits similaires et a été placé en garde à vue. Et puis à Paris, dans le 7e arrondissement, près de la Tour Eiffel, un homme a frappé une femme SDF, l'a poussée au sol et a tenté de la violer. Un homme qui est rentré chez lui en entendant les cris de la victime est intervenu et a appelé la police. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Et cette question maintenant, le Rassemblement national va-t-il réussir à financer sa campagne présidentielle ? Marine Le Pen s'est déclarée candidate pour les élections de 2027. À moins d'un an de la présidentielle, elle est en tête dans les sondages. Mais pour se présenter, la chef de file du RN aura besoin de soutien financier. Son parti n'a pour l'instant pas les fonds nécessaires pour lancer sa campagne, faute de prêts. Les banques refusent de la financer, ce qui pose question sur le fonctionnement de notre démocratie. Du coup, la semaine dernière, le Premier ministre Sébastien Lecornu a réuni les 6 principales banques tricolores pour les inciter à corriger cette anomalie. Les difficultés des troupes de Marine Le Pen sont loin d'être un cas isolé. Une partie de la droite culturelle et médiatique a du mal à se financer, Alexis de la Fontaine. Frontières, l'Incorrect, Némésis, F de Souche, Vincent Lapierre ou encore TV Liberté. Autant de noms, de médias ou de collectifs qui ont un point commun. Tous se sont vus fermer leur compte bancaire du jour au lendemain. Dans le Figaro, la militante Alice Cordier du collectif Némésis dit avoir été cataloguée comme un compte politique à risque par la direction du Crédit Mutuel. Résultat, l'association a perdu près d'1 an de financement. Et récemment, ce sont même des députés du Rassemblement national qui témoignent avoir été radiés du jour au lendemain, parfois après plus de 20 ans de fidélité. De leur côté, les banques évoquent leur obligation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Un argument difficilement entendable car l'ultra-gauche reste épargnée par ces fermetures, même quand ils sont financés par des dons étrangers. En réponse, le centriste Philippe Folliot avait fait voter une loi à l'Assemblée nationale et au Sénat pour obliger les banques à s'expliquer sur ces fermetures. Mais sous la pression des lobbies bancaires, le texte a été enterré et ses comptes personnels fermés. Une situation qui oblige aujourd'hui Matignon à voler au secours du Rassemblement national pour lui trouver un financement bancaire. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Il est 13h09 sur Europe 1, Europe 1 Info avec Cyril de la Morinerie. Et on passe au football, la FIFA sous le feu des critiques. La Fédération internationale a annoncé son intention de vendre des parts de la Coupe du Monde à des investisseurs privés. Une ouverture du capital qui rapporterait des centaines de millions d'euros à l'instance internationale. Ce projet très lucratif a provoqué une levée de boucliers. L'UEFA, l'instance européenne de football, est vent debout contre cette initiative. Je cite, la FIFA ne peut pas continuer à utiliser notre sport pour s'enrichir et enrichir ses amis. C'est un courrier qui avait été adressé aux fédérations européennes. La ministre des Sports apporte sa voix au flot de critiques. Marina Ferrari estime que l'annonce de la FIFA soulève de très graves interrogations sur la gouvernance et l'avenir du football mondial. Et l'homme au cœur de ce projet, c'est Gianni Infantino, le tout-puissant président de la FIFA. Le dirigeant italo-suisse est loin de faire l'unanimité, Antoine Bienvaux. Oui, en poste depuis plus de 10 ans, Gianni Infantino traîne derrière lui une réputation d'homme hégémonique, obsédé par le pouvoir. Sans jamais s'excuser, le Suisse cultive les connivences avec les dirigeants du monde entier. En décembre dernier, il crée même par exemple de toutes pièces un prix de la paix de la FIFA remis en grande pompe à Donald Trump dans l'incompréhension générale. Trump et Infantino feront reparler d'eux pendant la Coupe du Monde lorsque la FIFA annule le carton rouge reçu par un joueur américain après un officieux appel entre les deux hommes. Qualifié d'autocrate par Michel Platini, dont il a longtemps été le bras droit, Infantino est aussi décrit comme obsédé par l'argent. Le dirigeant suisse touche d'ailleurs aujourd'hui un salaire de 6 millions de dollars, presque 4 fois plus qu'à son arrivée il y a 10 ans. Sous son mandat, la FIFA n'a jamais gagné autant d'argent. Le résultat, en partie, d'une multiplication du nombre de matchs qui déclenche souvent la colère des syndicats de joueurs. Fréquemment accusé d'avoir affaibli les instances de la FIFA pour s'assurer les pleins pouvoirs, Infantino briguera tout de même en mars prochain un 4e mandat à la tête du football mondial. Antoine Bienvaux du service reportage d'Europe 1. Et dans le métro parisien, une star des réseaux sociaux fait la chasse au pickpocket. Il s'est autoproclamé le shérif du métro parisien. Christian, alias The King TV, arpente les sous-sols de la capitale. Il traque les voleurs sur son temps libre et filme ses interventions. Et c'est un
carton. Il compte plus de 500 000 abonnés sur YouTube. Sa technique est bien rodée. Il asperge de parfums odorants ou de peinture rouge les malfrats afin d'aider la police à les arrêter. Romy Azoulay a suivi The King dans le métro parisien. Reportage. Sur son vélo, tout de noir vêtu, Christian chasse les voleurs. Gestionnaire de paix à temps partiel, il joue les justiciers le reste du temps. Avec 3 amis, il peut passer des heures à quadriller les abords du Louvre et des Champs-Élysées. Ce matin-là, 2 jeunes femmes suspectes attirent son attention. Quelques minutes plus tard, il passe à l'action. Un coup de sifflet avant d'asperger les voleuses de peinture rouge. Une façon pour Christian de les rendre visibles et de les empêcher de nuire. C'est un comportement qui ne trompe pas, qui regarde les gens de haut en bas. Au moment où il y a des gens qui ont des sacs sur leur dos, et là, ils viennent pour voler facilement. Mais ces interpellations dégénèrent vite. Et la police doit intervenir face à des pickpockets agressifs. Ils sont violents, même les hommes c'est encore pire, parce que ça peut sortir des couteaux, ça peut sortir des choses. Son objectif, dit-il, que la peur change de camp. Si nous on intervient en tant que citoyens, vu qu'on a le droit de le faire, ça fera en sorte que tout ce mouvement de pickpocket, tout ça, ça va baisser. C'est pas à nous les citoyens, les touristes d'avoir peur de se faire voler, c'est à eux d'avoir peur de se faire choper. Malgré les risques encourus, Christian assume ses méthodes et il continuera tant que ce sera nécessaire.